Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous des mercredis des sciences. Aussi, bien sûr, nous sommes ravis de vous retrouver comme toujours. C'est toujours un grand plaisir. C'est encore un plus grand plaisir de savoir qu'il est partagé. Je vais profiter justement des 2-3 minutes qui nous restent avant de commencer. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous lors des premières conférences des mercredis des sciences. Donc, juste un petit mot quand même pour rappeler ce qui est les mercredis des sciences. Donc, il s'agit d'un rendez-vous. Au départ, on avait dit mensuel. Finalement, vous avez pu voir que des fois, il y en a même 2 par mois. Tous les mercredis, normalement. On a aussi eu des exceptions avec un mercredi des sciences, un jeudi soir, avec donc une conférence avec un expert sur une thématique en sciences. Toujours une conférence et une partie questions-réponses à la suite. Et donc ensuite, déjà le replay de cette conférence après est mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Le PowerPoint de la conférence et d'autres ressources complémentaires en lien avec la thématique sont mis à disposition sur le manuel numérique Max dans la partie à la une. Donc, le manuel numérique Max, c'est un de nos produits, un des nouveaux formats de manuel numérique qu'on a développé et qui est donc en accès pour tous les utilisateurs de nos manuels papier ou manuels numériques classiques, le livre manuel. Voilà, donc vous pourrez retrouver déjà l'ensemble des ressources, même déjà à présent du dernier mercredi des sciences. Donc actuellement sur les manuels numériques Max d'SVT, vous retrouverez l'ensemble des ressources complémentaires de tous les mercredis des sciences qui ont eu lieu depuis le premier, qui a donc eu lieu en décembre. Donc, ça a sonné 17 heures par chez moi, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Je laisse donc la parole à François pour se présenter et donc nous faire cette conférence sur la domestication des plantes. Eh bien, bon après-midi à tous. Je m'appelle François Parcy, donc je suis chercheur au CNRS. Je ne travaille pas sur la domestication, c'est plus une passion, la domestication, que mon sujet d'étude. Moi, je travaille sur les fleurs. Mon lien avec Belin, c'est ce petit livre que j'ai écrit il y a maintenant un peu plus d'un an, et qui, là, parle vraiment de mon sujet de recherche que sont les fleurs. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de domestication. Alors, en fait, il y a quand même beaucoup de points communs parce que ce qui m'intéresse dans les fleurs, c'est à la fois leur développement et leur évolution. Et la domestication, c'est exactement ça, c'est du développement et de l'évolution. Et je trouve que c'est un vecteur pour parler de biologie qui est formidable, parce que dans toutes les fois que j'interviens en cours, donc moi j'ai une palette un peu de publics assez différents, puisque j'interviens dans 3 lycées de la région grenobloise, mais également dans tous les niveaux universitaires, hein, de la licence au master, à des écoles doctorales, et puis j'ai même fait l'université interâge, donc des gens plus âgés. Et à chaque fois, je constate que c'est un super beau sujet. On peut parler de notions extrêmement complexes, on peut parler de biologie avec des mécanismes sophistiqués, mais à partir de choses que les gens connaissent, parce qu'on va parler de fruits et légumes, on va parler de nourriture. Et donc, j'adore. Et par ailleurs, je me rends compte aussi, avec le temps qui avance, là, qu'on touche à des sujets sociétaux et que c'est aussi important quand même de donner un bagage factuel à notre jeune génération sur ces sujets-là. Alors, je précise que je n'ai pas de lien avec les semenciers ou toutes les compagnies qui améliorent les plantes et tout ça. Moi, je suis vraiment un chercheur CNRS, hein, et je vais vous donner mon avis, là, donc certains avis que je vais émettre. Là, je suis intervenu il y a 2 jours au lycée Europol à Grenoble et Nathalie Patermo, l'enseignante, à la fin, elle a trouvé que j'étais un peu engagé sur la fin, donc je vais essayer de rester plus soft avec vous. Alors, la domestication, qu'est-ce que c'est? Parfois, je suis obligé de l'expliquer parce que les gens ne savent pas forcément. Donc, vous, j'imagine que vous connaissez bien parce que c'est au programme, mais en général, je précise quand même que oui, on a sélectionné des plantes, mais aussi des animaux, et on les a sélectionnés pour qu'ils conviennent mieux aux besoins de l'homme. Ça peut être l'homme consommateur quand il s'agit de manger, mais ça peut être aussi l'homme agriculteur. Et puis,
Ça peut être aussi pour faire des médicaments, pour faire des t-shirts ou pour avoir de l'énergie, etc., quoi. Et en fait, cette domestication, elle a sélectionné dans la diversité qui était initialement naturelle, hein, présente dans la nature. Et puis, petit à petit, c'est plus devenu une diversité naturelle, c'est devenu une diversité présente dans le champ ou une diversité présente dans le laboratoire, voire même induite dans le laboratoire. Et donc, en domestiquant les plantes, on les a profondément modifiées, hein. Je vais vous l'illustrer tout au long de cette présentation. On a changé leur forme, leur couleur, leur composition, leur territoire de culture. Et en fait, on a réussi à faire ça en changeant leur génome. C'est très important de comprendre ça. C'est que les plantes sélectionnées n'ont pas le même génome que les plantes de la nature. Et on verra toutes les conséquences que cela peut avoir. Alors, j'aime bien commencer cette conférence par un petit quiz, et ça, c'est bon, c'est mon expérience pédagogique hein, qui est beaucoup plus réduite que la vôtre. Mais j'ai remarqué en donnant des cours que je commence par ce petit quiz, et ça met vraiment les gens dans l'ambiance. Et en fait, quand même, je passe beaucoup de notions sur ce quiz. Donc là, je l'ai un peu réduit pour que ça tienne dans la grosse demi-heure, mais je le fais plus long. Et une fois, j'enseignais à l'ENS à Lyon, là, et j'ai entendu en sortant du cours les élèves qui disaient « Ah, ce quiz, ça aurait pu durer tout l'après-midi, je m'en lassais pas. » Donc au début, j'étais un peu hésitant, je mettais juste quelques exemples, puis après, je me suis mis à en mettre une quinzaine parce que je me rendais compte que ça leur plaisait bien. Donc je vais jouer à ça avec vous, et l'idée vraiment, c'est de montrer que c'est difficile en fait de deviner quelle est la plante domestiquée par rapport à son ancêtre, parce que les changements, ils ont été absolument colossaux. Alors, on commence assez facilement. Là, vous avez un exemple de cette plante, j'imagine. Vous avez tous deviné, vous pouvez taper dans le chat si ça vous amuse. Je fais ça avec les élèves à distance. Parfois, je fais aussi des quiz Kahoot, là, donc il y a des classements. On voit les gens qui suivent et les gens qui aiment bien trouver. Ça, évidemment, vous avez tous deviné qu'il s'agissait d'une banane, et pourtant, ça ne ressemble pas tant que ça à la banane, puisque voilà, on voit que les graines qui étaient présentes en masse dans le fruit, eh bien, elles ont énormément diminué. On a juste ces petits points noirs, et puis ce qu'on a fait grandir, c'est la part de chair, et c'est ça qui nous plaît. Voilà, nous, on veut consommer la banane. Donc, si elle n'a pas trop de graines, tant mieux. Évidemment, l'intérêt de la banane, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque dans sa version sauvage, elle se reproduit via ses graines. Alors là, on commence les choses un peu plus dures, où j'ai souvent des réponses erronées. Vous pouvez aussi, dans le chat, tenter de deviner. Hein. Si vous regardez bien la forme du fruit, voilà, bravo. On voit que vous êtes enseignant de SVT, que vous n'êtes pas les élèves lambda. Parce que souvent, j'ai la réponse cerise à cause de la taille du fruit. Et non, 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 ce sont des pommes, effectivement, mais simplement, elles sont un petit peu plus petites que les pommes dont on a l'habitude, mais ce sont bien des pommes. Alors, bon, je suis content d'avoir un public un peu exercé ce soir. On va continuer avec des choses un peu plus dures. Là, je vous présente une solanacée extrêmement connue que vous allez peut-être reconnaître tout de suite. Ah, je vois que j'arrive à vous piéger. Ben oui, ce n'est pas la tomate, c'est une solanacée, mais c'est l'aubergine, et ça pouvait se reconnaître au sépales. En fait, on voyait les débuts de petites épines qu'on trouve sur les sépales d'aubergine, mais pas sur les sépales de tomates. Et donc, c'est une solanacée, hein, c'est la même famille, mais on a changé énormément la taille du fruit, sa couleur, etc. C'est un changement très profond. Ah, je vois bravo à Claude, Aline et Sophie qui avaient bien deviné. Là, il y a la réponse directement. Je vous ai dit, je l'ai écourté pour vous, ce quiz, on ne va pas jouer, mais là, vous avez vraiment la tomate avec son ancêtre, en fait, qui est tout petit, qui est un fruit qui est tout petit. Les plus grosses tomates, elles font 1000 fois la taille des plus petites. Donc 10 dans chaque dimension, quoi. Donc ça fait vraiment une augmentation énorme. Là, vous avez un melon. Là aussi, on a augmenté la part de chair et puis augmenté la taille du fruit. Alors là, encore un petit peu de quiz, là. Un autre exemple, est-ce que vous devinez celui-là? Il faut regarder les graines pour y arriver. Si vous regardez le fruit, c'est très difficile. Je peux vous aider. J'attends quelques réponses, mais s'il n'y en a pas, je vous aide. Citrullus lanatus. Je vous aide avec sa version intermédiaire, et là, je suis sûr que vous allez deviner. Oui, c'est la pastèque, effectivement. Alors, vous voyez que la pastèque originale, elle n'avait pas tellement de chair rouge, et qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on aime. Et si on regarde un petit panorama de l'ensemble des pastèques. En bas à gauche, là, vous avez les pastèques ancestrales. Et puis là, vous avez tout ce qu'on a réussi à en faire avec de plus en plus de chair et même avec l'absence de graines. Et là encore, hein, vous imaginez bien, dans la nature, une pastèque qui n'aurait pas de graines, elle ne serait pas tellement avantagée. Dans notre assiette, au contraire, elle a un gros avantage parce qu'on n'aime pas trop cracher les pépins. Et donc, on a sélectionné cette pastèque. En fait, c'est un croisement avec, voilà, qui donne des plantes triploïdes et qui va donner la pastèque sans graines. La pastèque, c'est aussi un bon exemple, ça permet d'illustrer d'autres choses. Ça illustre le fait que
son territoire de culture, il a énormément augmenté, puisqu'en fait, alors il y a un débat là-dessus, d'où elle vient. À une époque, on pensait qu'elle venait de Namibie et d'Angola. En réalité, elle vient sans doute de l'Est africain, peut-être Nigeria, Mali ou par là. Mais il y a des débats, elle pourrait venir du Soudan également. Et en fait, à l'origine, elle était vraiment issue de ce territoire-là, africain. Et puis, elle s'est disséminée dans le monde entier. Donc, ça veut dire qu'on a dû adapter sa culture à différents territoires qui sont extrêmement différents. Et vous voyez aujourd'hui, si vous regardez à droite, on cultive la pastèque dans énormément d'endroits du monde. Et on en a aussi de très nombreuses variétés. Donc là, j'ai trouvé un article qui disait 1200 variétés par rapport aux quelques variétés initiales. Mais évidemment, la diversité de chacune des variétés, elle est très réduite, hein. Chaque variété, elle est très homogène. Et alors que les variétés initiales, il y avait une très grande diversité qui a été petit à petit apprivoisée. Et puis le reste, c'est ce que je vous ai déjà dit, hein, c'est un fruit beaucoup plus gros. Mais à l'origine, et comme la plupart des cucurbitacées, en fait, les fruits ils causaient une inflammation, ils avaient un goût un peu amer ou un goût de noix, c'était dur à ouvrir. Et donc, j'ai souvent la question, mais pourquoi diable les gens se sont mis à domestiquer la pastèque alors que c'était un fruit qui ne présentait que peu d'intérêt? J'ai lu encore cet après-midi, parce que j'ai quand même un peu travaillé ma conférence, et j'ai lu que ça s'appelait watermelon en anglais, parce qu'en fait, les gens l'utilisaient comme réservoir d'eau aussi. En fait, ça se conserve assez longtemps. Et même les pastèques qui n'étaient pas terribles, elles pouvaient servir, être transportées, etc. Ça se gardait assez longtemps. Ça pouvait servir à fournir une source de liquide. Alors là, vous pouvez jouer sur le chat parce que vous avez beaucoup de bonnes réponses. Je pense qu'il y en a 7 ou 8. Donc, voilà, vous pouvez vous amuser. Brassica oleracea, chou, bravo. Mais il y a plein de variations. Et là, c'est ce qui est merveilleux chez le chou. C'est qu'on a évidemment les choux verts, mais on a aussi cette merveille de chou romanesco. On a les choux-fleurs, hein, qui soient avec des choux oranges qui accumulent certains pigments oranges à cause de mutations qui font que les pigments sont stockés dans le chloroplaste, ou les choux violets qui accumulent des anthocyanes, là encore à cause de mutations. Eh bien, on a une très grande diversité des formes. Et là, pour vous parler de mon actualité, je suis en plein travail sur un article qu'on espère publier sur le chou, où on a beaucoup mieux compris comment est-ce qu'on passe d'une inflorescence, puisqu'en fait un chou c'est une inflorescence, donc comment est-ce qu'on arrive à passer d'une inflorescence qui ressemble en gros à une moutarde, hein, ou à un colza, à une forme complètement différente, qui est celle du chou, mais qui est aussi celle du brocoli, du chou rave, du cal, du chou de Bruxelles. Tout ça, c'est la même espèce, on peut encore les croiser, hein, c'est vraiment Brassica oleracea. Si vous les croisez, c'est parfaitement fertile, etc. Et donc, on a un article là, en cours de révision où on explique comment on a pu passer d'une inflorescence avec des fleurs vers un chou-fleur et vers un chou romanesco. J'espère que j'aurai l'occasion d'en parler dans des prochaines conférences. Alors, pour se résumer, qu'a fait l'homme? L'homme, il a sélectionné des tas de choses qui sont différentes chez les plantes cultivées. Je vous ai parlé des fruits qui sont plus gros, plus nombreux, qui n'ont pas de graines. Je vous ai un peu moins parlé du fait qu'on a sélectionné des céréales avec une taille réduite parce qu'elles résistent mieux à ce qu'on appelle la verse, le fait que les céréales se couchent, et que ça permet d'avoir des plus gros épis. On a sélectionné des fruits qui restent accrochés à la plante, des graines qui restent accrochées à la plante. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la zone de déhiscence, qui fait que la graine ne se détache plus. Et puis, on a aussi sélectionné des couleurs différentes, des architectures de plantes différentes. Le chou, c'est un très bon exemple d'architecture, mais la tomate aussi. Et quand je vous parlais des territoires de culture, c'est parce qu'en fait, certaines plantes, elles vont avoir besoin d'une certaine photopériode, donc une durée du jour et de la nuit pour fleurir, ou alors elles vont avoir besoin du froid de l'hiver pour lever la dormance ou pour fleurir là encore. Et donc, on a sélectionné des plantes qui possèdent des caractéristiques différentes, qui vont germer ou qui vont fleurir dans des territoires qui ne sont pas les leurs. Donc, des sensibilités à la photopériode, des sensibilités à la vernalisation ou des dormances de graines qui sont extrêmement différentes. Ça, c'est ce que l'homme a fait. En plus de ça, l'homme, il a aussi détoxifié. Et ça, j'aime bien en parler parce que, alors déjà, si vous avez l'accès à Belin, vous avez des petites vidéos qui vous en parlent un peu plus précisément. Donc, je vous redirige vers les petites vidéos qui parlent d'amandes et du sorgho. Et je trouve que c'est intéressant de réaliser que le naturel n'est pas toujours bon, hein, parce que les pommes de terre, à l'origine, elles accumulaient des glycoalcaloïdes qui étaient extrêmement toxiques. Et l'amande, elle accumule aussi de l'amygdaline qui vous tue, hein. Si vous mangez, je sais pas, 30 amandes sauvages, sous leur forme sauvage, vous allez mourir. Et donc, l'homme, en domestiquant, eh bien, il a sélectionné des mutations qui vont détoxifier ces plantes-là. Alors, pourquoi les plantes accumulent des toxiques? Parce qu'elles se défendent, tout simplement. Une plante, elle n'est pas faite pour nourrir l'homme ou les animaux. Une plante, elle est là pour
essayer de survivre sur Terre, avoir une descendance. Si la descendance elle est immédiatement mangée par des prédateurs, eh bien, cette plante-là va être éliminée par l'évolution. Si elle est toxique ou amère et qu'elle repousse un peu ses prédateurs, eh bien, elle va rester. Et les plantes qu'on avait à notre disposition, c'était des plantes qui ont survécu à des millions d'années d'évolution. Donc la pomme de terre, c'est un très bel exemple parce que, bon, d'abord, je trouve que c'est particulièrement joli. Quand on regarde les variétés ancestrales de pommes de terre, celles qu'on trouve encore aujourd'hui au Pérou, c'est absolument formidable. Ce qu'on en a ramené en Europe à l'origine, c'était beaucoup moins divers, hein. Et vous savez, la pomme de terre, en plus, on replante les pommes de terre elles-mêmes, donc il n'y a pas de reproduction qui passe par des croisements. Et donc, il y avait une diversité qui n'était pas très forte en Europe. Et donc, c'est un très, très grand succès, la pomme de terre, parce que petit à petit, ça s'est mis à remplacer un peu ou à complémenter fortement les céréales pour passer l'hiver. Mais il y a également une fragilité. Et dans les années 40, il y a eu plusieurs années d'affilée où il y a eu le mildiou, donc une nouvelle souche de mildiou qui a attaqué les pommes de terre. Elles étaient toutes sensibles parce que c'était quasiment toutes les mêmes clones. Et ça a créé des famines absolument incroyables. L'Irlande, à l'époque, c'était 8 millions d'habitants. 1 million est parti, à peu près 1 million est mort. Hein, donc, c'est une dépendance incroyable. Donc, ça veut dire que c'est super la domestication parce qu'on a des sources de nourriture. Mais la façon dont on l'a fait, ça a créé aussi des fragilités avec des variétés très homogènes, avec peut-être des grands rendements, mais qui peuvent être voilà, globalement attaquées par une même maladie et puis disparaître. L'amande, c'est aussi un bel exemple, hein. On trouve des choses sur les hiéroglyphes, on trouve mort par la pêche, parce qu'en fait, l'amande, comme la pêche, comme l'abricot, comme la cerise, dans leur noyau, en fait, il y a l'amygdaline. C'est ce composé que vous avez ici, avec sa terrible triple liaison, la CN. Et ça, quand vous le digérez, ça libère le goût d'amande amère, mais ça libère aussi du cyanure, et le cyanure, c'est fatal. Et en fait, on ne savait pas exactement pourquoi quelle était la différence, hein, entre les amandiers doux et les amandiers amers. Et c'est cette chercheuse, la Raquel Sanchez Pérez, qui a découvert ça avec son équipe et d'autres gens en 2019, qui l'a publié. Et en fait, elle s'est rendue compte que la grande différence, c'est que chez l'amande douce, il y a deux de ces enzymes là, qui normalement sont là pour fabriquer l'amygdaline. Eh bien, elles sont à un niveau extrêmement bas. Et à cause de ce niveau bas, eh bien, finalement, l'amygdaline ne s'accumule pas. Et c'est une mutation dans une protéine régulatrice, hein, on appelle ça un facteur de transcription, qui contrôle le niveau d'activité des enzymes 1 et 2. Cette mutation va faire que les enzymes 1 et 2 s'accumulent très très peu et on n'a pas d'accumulation de l'amygdaline en conséquence. C'est un joli exemple de génétique, parce que je dis ça parce que vous êtes prof de SVT, là c'est une mutation maternelle dominante, donc il y a de quoi faire réfléchir les élèves qui sont férus de génétique. Et puis ça fait réfléchir aussi sur le principe de précaution, hein, parce que je ne suis pas sûr que si on l'avait appliqué en ces temps, on aurait, on aurait des amandes dans nos assiettes aujourd'hui, parce que vraiment, c'était un poison mortel. Alors, l'autre exemple sur lequel j'aimerais m'appesantir un peu plus, c'est celui du maïs, parce que le maïs, c'est un exemple absolument magnifique, où l'ancêtre est tellement différent de la plante qu'on connaît aujourd'hui, qu'en fait, pendant des années, hein, des décennies, on n'a pas su quel était l'ancêtre. Et le maïs, il a été beaucoup consommé en Amérique du Sud, il a envahi le monde entier. Et pendant longtemps, on n'a pas su quel était son ancêtre, et c'est seulement depuis quelques dizaines d'années qu'on connaît vraiment l'ancêtre. Donc là, vous avez à gauche le maïs moderne tel qu'on le connaît, avec une plante un peu toute droite, avec deux, trois épis, et puis l'inflorescence mâle au sommet. Et puis à droite, vous avez son ancêtre, la théocinthe. Et la théocinthe, c'est une plante buissonnante qui ressemble assez peu. Bon, les feuilles ressemblent un peu, mais les épis et tout ça ne ressemblent pas. Et si on regarde, si on compare les épis du maïs aux épis de théocinthe, à gauche, vous avez l'épi de maïs, donc on est habitué à ça, hein, des tas de grains, tout nus, pas de coquilles, et puis ils sont collés les uns aux autres, ils ne se détachent pas. À droite, vous avez un des multiples épis de théocinthe, où là, c'est un tout petit épi. Les graines sont enfermées dans une coque solide que vous avez ici. Donc il faut l'ouvrir, il faut la casser. Et je vous rappelle que les civilisations précolombiennes, elles n'avaient pas d'acier, hein. Elles avaient des métaux précieux, mais pas très durs. Alors apparemment, peut-être qu'on pouvait les faire chauffer, les faire exploser comme du popcorn, mais évidemment, c'est plus facile de consommer un maïs moderne qu'un maïs ancien. Et puis ces graines, à maturité, elles se détachaient, elles tombaient sous la plante, et si vous vouliez les récolter, il fallait les chercher les unes avec les autres. Donc, une énorme différence qui a fait que les gens n'arrivaient pas à croire que la théocinthe puisse être l'ancêtre du maïs. Et le maïs, c'est aussi un exemple magnifique de succès planétaire, puisque à l'origine, il vient du Mexique, on sait exactement d'où, ça a été retracé très récemment. Ça vient de plaines mexicaines. Après, c'est allé dans les montagnes. Après, c'est allé en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Et ça a contribué
au succès des civilisations précolombiennes, mais il a fallu pas mal d'étapes dans voilà, l'adaptation à des territoires de culture. Et un peu comme pour la pastèque, à partir de quelques variétés ancestrales, aujourd'hui on a énormément de variétés adaptées quasiment au monde entier, et ça fait partie d'une des 3 grandes céréales qui nourrissent aujourd'hui l'humanité. Je vous le disais, c'est important dans les civilisations précolombiennes, ça se voit. Ça se voit parce que, par exemple, il y a des tas de petites statuettes qui ont des épis de maïs là, sur la tête. Et donc, le maïs était célébré. Dans l'art aussi, on a des peintures avec du maïs. Et puis, aujourd'hui encore, il y a des cérémonies funéraires où on offre du maïs lors de la cérémonie. Donc, c'était quelque chose de vraiment important. Et si vous regardez les petites statuettes, vous verrez que ce n'est pas encore des gros épis. Hein. Ce n'est pas le maïs moderne. C'est des épis assez réduits. Et en fait, on le sait en fait, que c'est des épis réduits aussi parce qu'il y a eu des fouilles archéologiques et on a trouvé comme ça des petits épis qui sont vraisemblablement les formes intermédiaires. Et je vous le disais, vraiment, ça a été un grand débat. Et le combat pour savoir, mais alors, qui est l'ancêtre, il a été mené par 2 personnages hauts en couleur. C'est les 2 qui sont là. Et alors, la légende de l'article que j'ai trouvé, elle dit que c'est la seule fois où ces 2 personnages se sont serrés la main. C'est George Biddle à droite et Mangelsdorff à gauche. Et ça, c'est vraiment des personnages assez incroyables. En fait, George Biddle, c'est un monsieur qui, avant même de démarrer sa thèse, a fait un travail dans un labo. Et en étudiant des choses qui avaient été préalablement dégrossies par des généticiens mexicains, il avait la conviction que la théocinthe était l'ancêtre du maïs. Mais Mangelsdorff n'y croyait pas du tout. Mangelsdorff, il disait l'évolution ne va pas à l'envers. S'il y avait une coque, elle n'a pas pu s'enlever. C'est le contraire qui s'est produit. Et moi, je pense que l'ancêtre de la théocinthe, c'est le maïs. Et il s'est battu comme un beau diable toute sa vie là-dessus. Ça lui a assez bien réussi. Il a fini prof à Harvard, donc extrêmement célèbre. Il faisait des livres en expliquant que le maïs était l'ancêtre de la théocinthe. Et George Biddle, il n'a pas poursuivi ce sujet-là. En fait, il a fait une thèse sur un autre sujet. Il a bien réussi aussi, hein, puisqu'en fait, il a découvert le lien entre les gènes et les enzymes, la relation directe qu'il y avait entre eux. Il a eu le prix Nobel quand même pour cette découverte absolument majeure. Une fois à la retraite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à son sujet de jeune étudiant et il a démontré proprement que la théocinthe était bien l'ancêtre du maïs. Il les a croisées. Donc déjà, le fait qu'elles se croisent et que ça soit parfaitement fertile, c'est quand même déjà une indication très forte que ce sont des organismes qui sont extrêmement proches. Et en fait, il a comme ça eu une première génération, il a semé la 2e génération dans un champ géant avec 50 000 plants. Et dans ce champ, il a vu apparaître des tas de formes d'épis de maïs, les petits épis de la théocinthe, les gros épis du maïs moderne, et des tas d'intermédiaires qui sont précisément ceux qu'on a pu retrouver soit dans les restes archéologiques, soit sur la tête des petites statues précolombiennes. Et donc, en fait, il a un peu recréé comme ça l'évolution dans son champ parce que les différents allèles ont ségrégé, se sont répartis de façon aléatoire. Et certains, ils ont recréé des étapes intermédiaires de la domestication du maïs. Donc là, bon, à ce moment-là, Biddle, il a proposé pas Biddle, pardon, Mangelsdorff, il s'est débattu comme un beau diable, il a proposé des hypothèses encore plus farfelues. Et finalement, il a dû se rendre à l'évidence que voilà, son hypothèse, celle sur laquelle il avait fait sa carrière, elle était fausse et que George Biddle avait bien raison, et que c'était effectivement la théocinthe ancêtre du maïs. Et aujourd'hui, les séquençages le prouvent de façon très claire. On a même mis le doigt précisément sur la région dont était originaire la théocinthe ancestrale, qui venait de ces plaines mexicaines et pas des hauts plateaux mexicains, alors que c'est là que le maïs était le plus cultivé. Et grâce à ces études sur le maïs, et là, George Biddle, il avait fait une prédiction assez osée. En fait, en regardant un peu les ségrégations dans le champ, il avait dit, je pense qu'il y a 5 gènes majoritaires qui contrôlent toute la différence entre maïs et théocinthe. Bon, ça, c'était un peu optimiste, mais n'empêche que les gens aujourd'hui, ils ont réussi à isoler ce qu'on appelle des gènes de domestication, c'est-à-dire des gènes dans lesquels se situe la mutation qui fait la différence entre l'espèce ancestrale et l'espèce domestiquée. Et le premier gène de domestication à avoir été isolé, ça a été par le laboratoire de John Doublet aux États-Unis, et c'est le gène qui s'appelle TB1, peu importe le nom, mais c'est théocine T branched 1. Et en fait, c'est le gène qui explique la différence d'architecture entre la plante de théocinthe extrêmement buissonnante et la plante de maïs qui est toute droite. Et le rôle de la protéine TB1, c'est d'empêcher la croissance des branches. Mais chez le théocinthe, elle a un niveau d'activité, en fait, elle a une expression qui est très faible, et donc elle ne fait pas grand-chose et les branches poussent. Et en fait, chez le maïs moderne, il y a un transposant, vous savez, ces séquences sauteuses, qui a atterri dans
les séquences qu'on appelle régulatrices, hein, ce qui contrôle le niveau d'activité de TB1. Ça a boosté son expression, ce qui fait que le TB1, il est extrêmement actif chez le maïs. Et comme son rôle, c'est d'empêcher la croissance des branches, eh bien, vous voyez, il y a très peu de branches qui poussent. Vous avez seulement 2-3 gros épis, qui est ceux qu'on récolte assez facilement lorsqu'ils sont mûrs. Après, le deuxième gène de domestication, là aussi, je m'arrêterai avec ça, hein, mais je voulais vous parler du deuxième gène, qui est le gène du grain nu. Et ça, c'est aussi un très bel exemple, parce qu'en fait, quand on prend la version de ce gène-là du maïs et qu'on l'introduit chez la théocynthe, on ne rend pas le grain complètement nu. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais on a une enveloppe qui est entrouverte et on voit le grain au milieu. Et donc, ça veut dire que la version TG1 du maïs, elle n'explique pas tout. À elle seule, elle ne suffit pas à rendre le grain tout nu et à retirer l'enveloppe. Mais elle entrouvre cette enveloppe. Et en fait, on peut imaginer, voilà, si on était un Inca, qu'on ait un champ de maïs, et qu'on voit apparaître comme ça un grain beaucoup plus facile à ouvrir, si on le ressème et qu'on se rend compte qu'en le ressemant, on a de nouveau des épis entiers où le grain est entrouvert, eh bien, on impose déjà une pression de sélection. On se dit, tiens, c'est plus facile à ouvrir, je sème celui-là, et à la fin, on n'a plus que des champs qui ont cette graine entrouverte. Et si, je ne sais pas, je dis au hasard, hein, 200 ans, 300 ans plus tard, on a une nouvelle mutation qui retire encore l'enveloppe, eh bien, deuxième étape, on a un grain encore plus intéressant. Et donc, la domestication, c'est ça, c'est au départ une mutation dans un contexte naturel, mais petit à petit, des mutations qui n'apparaissent que parce qu'on cultive les plantes dans le contexte du champ et qu'on va choisir des variants dans le contexte du champ, qui sont présents parce que l'homme a multiplié à l'extrême ces espèces-là. Alors souvent, je propose aux élèves ou au public, hein, de réfléchir qui est le meilleur. Qui est le meilleur? Le maïs, c'est le meilleur ou le théocynthe est la meilleure? Parce qu'en français, on utilise un terme très orienté. On dit l'amélioration des plantes. On ne dit pas breeding comme en anglais, on dit l'amélioration des plantes. Et donc, on peut se demander, est-ce que le maïs est vraiment meilleur? Et si vous y réfléchissez, pour la consommation humaine, pour la récolte, pour l'agriculture, bien sûr, il est meilleur. Mais imaginez que vous relâchiez le maïs dans la nature. Imaginez, qu'est-ce qui se passerait? Vous auriez tous ces grains nus offerts aux prédateurs, hein, que ce soit des champignons, des souris, des hommes. Le grain est là, ils sont tous ensemble, aucune dissémination, c'est très mauvais pour l'espèce. Ils vont germer simultanément au pied du plant, au même moment. Et ça, pour l'espèce, c'est catastrophique. Une théocynthe qui est adaptée à la nature, elle va avoir ses épis où les grains vont se détacher, ils vont être transportés potentiellement par des animaux, etc. Ils ne vont pas germer instantanément, ils vont peut-être germer seulement une fois que leur coquille là, sera détériorée. Parfois, ça va prendre 1 an, parfois, ça va prendre 10 ans. S'il y a des conditions défavorables, l'espèce va survivre parce qu'il y aura eu étalement de la germination, alors que le maïs, il n'aurait pas survécu. Et d'ailleurs, si vous regardez, on voit assez peu de maïs s'échapper des champs, hein. On voit un peu de colza s'échapper, mais globalement, les cultures, elles s'échappent peu. Parfois, les gens, ils ont peur des espèces invasives, mais les espèces invasives, c'est des espèces naturelles, très adaptées à la nature. Le maïs, il est relativement peu adapté. Et la comparaison que j'aime bien faire, c'est celle de la domestication des plantes par rapport à la domestication des chiens à partir de l'ancêtre loup. Et clairement, le maïs, c'est un caniche, quoi. Le maïs, c'est pas un loup. Le maïs, c'est une sorte de petit animal qui est très heureux dans nos champs. Et le champ, c'est le salon. On lui donne à manger, on lui donne de l'eau, on enlève les compétiteurs, on enlève tous les prédateurs. Et le caniche est très heureux. Mais si on le relâchait dans les forêts, surtout qu'aujourd'hui les loups sont revenus, je ne pense pas qu'on craigne beaucoup l'invasion de nos forêts par les pauvres caniches. Et je pense que ça, je l'utilise parce que souvent, ça plaît un peu aux élèves de s'imaginer les caniches relâchées au milieu des loups, mais c'est une image qui vaut le coup pour la plupart des plantes cultivées. En fait, les plantes cultivées sont très adaptées au champ, et le champ, c'est un environnement très particulier. Et si on a pu les adapter au champ, c'est justement parce que c'est tellement différent de la nature. On n'aurait pas pu faire mieux que l'évolution naturelle, on n'aurait jamais pu faire quelque chose en quelques milliers d'années qui n'a pas été réussi par la nature en quelques millions ou en dizaines de millions. Mais là, comme on a changé complètement l'environnement, en fait, souvent, on a des pertes de fonction dans des gènes qui auraient été extrêmement néfastes dans la nature et qui sont bénéfiques pour l'homme dans le champ. Donc, c'est vraiment un changement complet d'environnement et une pression de sélection complètement différente qui n'est plus la pression naturelle, mais qui est la pression artificielle de l'homme. Donc la conclusion de cette petite partie, c'est qu'un champ, c'est des conditions non naturelles, pour des tas de raisons. Les plantes domestiquées, elles sont adaptées au champ, mais assez peu aux conditions naturelles. Tout ça, ça s'est fait très vite.
Et la chance qu'on a quand on aime l'évolution, c'est que les ancêtres sont encore là. Si vous étudiez l'évolution des mammifères et que vous voulez savoir la tête de l'ancêtre commun entre la souris et l'homme, eh bien, vous ne l'aurez pas. Vous aurez des fossiles, mais vous ne ferez pas de manip, vous ne ferez rien. Alors que si on étudie la domestication, on a des changements de forme drastiques, mais on peut retrouver l'ancêtre et on peut jouer à George Beadle, là. On peut faire des croisements entre la forme ancestrale et les formes modernes. Et ça, c'est un luxe absolu quand on est biologiste. Et ces plantes-là, si elles sont différentes morphologiquement, c'est qu'elles sont différentes génétiquement. Elles ont des combinaisons de mutations qui ne seraient jamais apparues toutes seules dans la nature. Une mutation peut apparaître, mais la combinaison qu'on a cumulée dans ces plantes-là, c'est quelque chose qui est vraiment la patte de l'homme. Et donc, et je reviendrai là-dessus, on peut considérer que ce sont des organismes génétiquement modifiés. On les a modifiés profondément. Ce ne sont pas des plantes transgéniques, je vais y revenir évidemment, mais ce sont des organismes génétiquement modifiés et domestiqués, c'est sélectionné. Comme ça, on peut appeler ça des mutations, au sens très neutre. Une mutation, si vous regardez des films, le mutant, il est toujours méchant, mais une mutation, c'est ce qui fait la différence entre vous et moi. C'est la base de la vie. Il n'y aurait pas de mutation, il n'y aurait pas de toutes les formes de vie. C'est vraiment la base. Donc la mutation, quelque chose de très positif, mais on peut appeler ça des variants, on peut appeler ça des allèles, comme on veut. Alors la domestication, c'est aussi l'occasion quand même de réfléchir à un peu d'histoire et de jeter un regard sur l'évolution de nos sociétés. Et ça, c'est vraiment pas ma spécialité, mais il y en a d'autres qui l'ont fait bien mieux que moi et avant moi. C'est par exemple Jared Diamond qui a écrit ce magnifique livre, là, le titre anglais qui est beaucoup plus joli que le français, c'est Guns, Germs and Steel. Il explique comment les pistolets, les microbes et l'acier, ça a conféré aux civilisations eurasiennes un avantage énorme sur d'autres civilisations, que ce soit en Océanie, en Afrique ou en Amérique. Et puis, ces thèmes-là, ils ont été beaucoup repris et enrichis par Harari dans le livre qui est beaucoup plus connu, qui s'appelle Sapiens, qui reprend les mêmes choses et qui explique qu'en fait, la domestication, elle a joué un rôle essentiel dans notre histoire. Domestication des plantes, domestication des animaux, ça a été essentiel. Les foyers de peuplement, ils coïncident avec les foyers de domestication. Plus de nourriture, ça veut dire complexification de la société, des gens qui ont le temps pour développer des langages, de l'écriture, de la science, de la religion, de l'art. Si vous stockez des graines pour l'hiver, vous les protégez en domestiquant le chat, ou vous les protégez en créant des castes de militaires, par exemple. Et donc, les conséquences, elles sont absolument énormes. Ce que je conseille souvent aux élèves qui ne sont pas très enclins à lire des livres de plusieurs centaines de pages, c'est de regarder cette très chouette vidéo sur la chaîne Kurzgesagt, qui est très bien faite, qui dure 10 minutes et qui résume très bien le livre de Harari. Alors, comment ça a pu se faire tout ça? Parce qu'on peut y réfléchir aussi. Les chasseurs-cueilleurs, ils ne se sont pas dit j'en ai ras-le-bol d'arpenter la nature, j'aimerais bien un champ à la place. Ils ne se sont pas dit ça. Comment ça a pu se passer? Et en fait, si on y réfléchit et si on regarde des chasseurs-cueilleurs qui existent aujourd'hui, on sait que même s'ils étaient nomades, ils revenaient régulièrement sur les mêmes territoires parce qu'ils avaient une très bonne connaissance de la nature. Ils savaient qu'il y avait des endroits où il y avait plus de ressources qu'à d'autres. S'ils établissaient un camp saisonnier, et qui ramenait les amandes non toxiques, les tomates les plus grosses, les céréales avec des graines qui restent attachées, et qui perdait ces graines autour de l'un camp, eh bien, en revenant 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après au même endroit, les amandiers qui poussaient, c'était des amandiers non toxiques. Et les graines qu'ils avaient laissées tomber, elles donnaient, elles aussi, des graines un peu plus grosses ou qui avaient une dormance un peu réduite ou qui fleurissaient plus tôt. Et ça, c'est le début de la pression de sélection, mais c'est involontaire. C'est les yeux bandés avec aucune conscience qu'ils étaient en train de faire de la sélection, voire même d'identifier des mutations qui allaient conférer un avantage à ces plantes-là pour l'homme. Donc, ils le faisaient inconsciemment, mais ça a été le début du tout. Et après, et là, la dernière partie de ma présentation, c'est pour vous parler un peu de qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait au XXe siècle. Parce qu'on a arrêté de faire ça complètement les yeux bandés, on s'est mis à faire ça avec de plus en plus de connaissances. Alors, une fois qu'on a compris qu'il nous faut des variations et que la variation, c'est la richesse et que c'est l'origine des innovations et des nouveautés, alors on peut se dire, tiens, au lieu d'attendre qu'elles apparaissent, je vais prendre des variétés, par exemple 2 variétés de théosinte, et je vais les croiser entre elles. Et comme elles sont très différentes, l'une va être pleine d'allèles différents par rapport à l'autre, et je vais comme ça créer de la variété. Donc ça a été beaucoup fait, et quand on fait ça, on a des dizaines de milliers de mutations qui sont introduites dans une espèce, et comme ça, on voit si ça crée des caractères qui nous intéressent. On peut aussi aller un peu plus fort, hein. On peut faire des hybrides interspécifiques. Alors là, il faut forcer un peu la nature, il faut faire des sauvetages d'embryons, on peut croiser des amandes et des abricots, des melons et des concombres, et ça se fait encore aujourd'hui. Et là, le génome de l'abricot étant tellement différent de celui de l'amandier,
Vous allez récupérer un peu tout et n'importe quoi, mais au milieu de tout ce que vous allez récupérer, vous allez avoir des abricots améliorés ou des amandes améliorées. Peut-être que vous allez aussi avoir des amandes toxiques dans le lot. Donc, ce n'est pas parce que c'est un croisement voilà, comme ça un peu naturel que ce n'est pas toxique. Il va falloir faire attention de ne pas avoir récupéré la biosynthèse de l'amygdaline. Mais ça, c'est une façon d'introduire des centaines, voire des millions de mutations dans votre abricot initial et ensuite de sélectionner, de retirer celles qui ne sont pas bonnes et de garder celles qui confèrent un avantage qui vous plaît. Ce qui a été aussi énormément utilisé, c'est la vigueur hybride. Et ça, je ne vais pas en parler beaucoup, mais en gros, si vous avez deux parents très différents, votre hybride F1, elle va avoir des propriétés assez exceptionnelles. Le maïs, typiquement, personne ne ressème son propre maïs, parce qu'on aurait des caractéristiques pas du tout intéressantes. En fait, on achète au semencier des hybrides F1 qui ont été produites à partir de deux parents très différents. Et ça va alors, c'est des parents homogènes, chacun, qui va donner une descendance en F1 homogène et qui sera extrêmement intéressante pour l'agriculteur. Donc ça, c'est la vigueur hybride. Et puis ensuite, on a commencé à faire des choses encore plus sophistiquées. On s'est dit, bah, tiens, la diversité, je peux la créer. Donc on a pu faire de la mutagénèse avec des rayons gamma, des rayons X, des agents chimiques mutagènes. On a pu introduire, je ne sais pas, 10 000 mutations. Et puis ensuite sélectionner, en recroisant, on sélectionne juste celles qui nous arrangent. Le pamplemousse rose, pour ne citer que lui, il est issu de cette technique-là. Mais il y en a énormément, en fait. Et ça, comme c'est juste des mutations telles qu'elles pourraient exister, telles qu'elles existent dans la nature, il n'y a pas d'étiquetage, évidemment, vous le mangez. Il n'y a pas de problème, d'ailleurs, ça fait presque un siècle qu'on en mange. C'est une façon d'améliorer. Mais c'est pour ça que je vous disais, en fait, c'est aussi des plantes dont le génome est clairement modifié par l'homme. Simplement, voilà, c'est des mutations qui existent dans la nature. Au lieu d'aller les chercher comme une aiguille dans une botte de foin, on va un peu forcer le trait, en introduire un peu plus. Et puis plus récemment, on s'est mis à faire des choses encore plus sophistiquées. Et là qu'on commençait à être vu d'un œil un peu différent, c'est qu'on a créé des plantes transgéniques. C'est-à-dire qu'on a été capable d'introduire de l'ADN étranger dans les plantes. On a utilisé pour cela la capacité naturelle d'une bactérie qui s'appelle Agrobacterium à transférer son propre ADN chez les plantes, mais on ne l'a pas laissé faire, on l'a désarmé et on a mis des ADN qui nous intéressent pour faire des tas de choses qui nous intéressent. Par exemple, on peut créer des plantes résistantes aux herbicides. Je ne vais pas ouvrir le débat, je décris juste ce que c'est. Ça permet comme ça de passer de l'herbicide sur un champ de soja et il ne va rester que les plantes transgéniques, les autres vont mourir. On peut se poser la question, est-ce que c'est bon ou pas bon? Est-ce que ça va créer des résistances? Est-ce que ça évite de labourer? Est-ce que... excusez-moi, j'étais perturbé. Voilà, on peut se demander si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, ça existe et c'est utilisé largement aux États-Unis, par exemple, pour les sojas. L'autre chose qui a été faite, c'est de faire produire par la plante son propre insecticide. Et ça, c'est un insecticide qui était naturel, qui est d'ailleurs un insecticide bio, qui est vendu en bio, parce qu'il est produit par une bactérie qui s'appelle le bacille thuringiensis, BT. Et en fait, on a introduit le gène de biosynthèse de cette toxine dans les maïs, et les maïs se défendent par eux-mêmes. À droite, vous avez des maïs qui sont attaqués par la pyrale, et à gauche, des maïs qui se défendent. Donc ça, ce sont des plantes OGM. Là aussi, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est mieux d'épandre le BT par hélicoptère? Est-ce que c'est mieux de le faire produire dans la plante? Tout ça, il faut se la poser parce que ça a des conséquences sur notre consommation. On peut faire des plantes qui résistent aux virus, aux bactéries, aux champignons. Il y a quelques semaines, j'ai contribué à co-signer une tribu dans le monde en disant qu'on acceptait le génie génétique pour les vaccins, mais qu'on pourrait avoir des tomates qui résistent aux maladies ou des pommes de terre qui résistent aux maladies. C'est assez facile. On prend des gènes de résistance de tomates ancestrales ou de pommes de terre ancestrales, on les introduit dans les variétés élites d'aujourd'hui et on pourra comme ça ne pas avoir à mettre de la bouillie bordelaise ou des tas de pesticides sur nos tomates. On pourra avoir des tomates qui sont naturellement résistantes en utilisant la capacité des tomates de la nature à résister. Encore une fois, ça revient aux notions de on a affaibli nos plantes dans nos champs, mais les tomates sauvages, elles savent se défendre. Et donc, profitons de leur défense. Ça, c'est possible, c'est tout à fait possible aussi. Et puis, je vais terminer par ça, parce que vous avez dû en entendre parler, mais pourtant, quand j'interroge les élèves, finalement, ce n'est pas quelque chose dont ils ont tant entendu parler ça. C'est la révolution de l'édition des génomes, les ciseaux moléculaires, ou CRISPR-Cas9. Et vous pourriez me demander, est-ce qu'on a besoin de continuer? Est-ce qu'on ne peut pas rester avec ce qu'on a aujourd'hui? Et pourquoi on n'est pas content avec ce qu'on a? Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les plantes aujourd'hui et l'agriculture
elles demandent de plus en plus d'intrants. Elles demandent des engrais, elles demandent de l'eau, elles demandent des pesticides, des désherbants, etc. Et aujourd'hui, on est face à des changements. D'abord, des changements de la part des gens qui ne veulent plus une agriculture aussi polluante, mais on est aussi face à un dérèglement climatique majeur qui va impacter profondément notre agriculture. Et donc, personnellement, je pense qu'on a besoin de changer nos pratiques. On a besoin de plus de sobriété, peut-être aussi, hein. Peut-être consommer plus de protéines végétales par rapport à animales, peu importe. Mais la diversité génétique et les ressources génétiques, ça fait partie des pistes qu'on peut explorer. Et en fait, cette nouvelle technologie qui a valu le prix Nobel à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna l'année dernière, elle permet non plus de faire des mutations au hasard par centaines de milliers et d'aller sélectionner celles qui nous arrangent, elle permet d'aller faire des mutations exactement là où on a choisi et d'avoir des plantes différentes. Et donc ça, il y a des gens qui se sont amusés à le faire. Par exemple, ils ont créé juste avec une mutation une tomate résistante au mildiou. Donc celle-là, plus besoin de la traiter. Elle résiste naturellement, simplement parce qu'on a retiré le gène de sensibilité au mildiou. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui se sont amusés aussi à reconstruire des milliers d'années de domestication en prenant une toute petite tomate comme celle que j'ai montrée au début et en changeant l'architecture de la plante, la taille du fruit, le contenu en vitamines, la synchronisation de la maturation des fruits, etc. Ils ont recréé une tomate moderne en quelques mois. En quelques mois, ils ont réussi à faire plusieurs milliers d'années. Et puis, il y a aussi des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle la néodomestication, c'est-à-dire prendre des plantes qui n'ont pas été domestiquées et les domestiquer. Par exemple, prendre des céréales ou des tournesols qui sont pérennes. Donc, on ne va pas chaque année les arracher et labourer le champ et en replanter. On va les laisser dans le champ, on va juste leur couper la tête pour récolter les graines. Et donc, elles auront un système racinaire extrêmement profond qui va chercher des ressources. Ça évite de labourer, ça évite des passages de tracteurs. Donc ça n'existe pas, hein, mais on peut imaginer, maintenant qu'on connaît les mutations de domestication, les introduire dans ces variétés de céréales ou de tournesol pour les transformer dans des espèces qui auraient plus d'avantages. Donc ça ne fait pas encore, c'est un peu du rêve, mais c'est un peu à portée de main. Et puis, la révolution dans la révolution, c'est le fait que récemment, les gens ont compris comment fixer la vigueur hybride, c'est-à-dire avoir des plantes qui ont tous les avantages des hybrides F1, mais qui sont issues simplement d'une plante qui va elle-même donner des graines qui auront la vigueur hybride. Et comme ça, on n'a plus besoin des semenciers, on peut ressemer une partie de son champ, on fixe la vigueur hybride. Alors ça, c'est quand même super sophistiqué. Ça demande 7 mutations CRISPR ou ça demande des transgènes et des mutations CRISPR, mais c'est un pas en avant incroyable et je me demande même quel semencier accepterait de le vendre parce que c'est un peu sa perte. Une fois que c'est introduit, on n'a vraiment plus besoin de. Donc, je conclue avec ça. J'ai fait un immense survol, 10 000 ans de, 10 000 ans d'histoire avec de l'histoire de la biologie et des techniques modernes. J'espère que je ne vous ai pas enseveli sous l'information. Pour vous dire que voilà, on domestique depuis longtemps, ça a eu un rôle extrêmement important dans nos sociétés. Pendant longtemps, on a fait ça sans savoir et on a affaibli les plantes aussi sans le savoir. On a fait des choses vraiment les yeux bandés, sans se rendre compte de ce qui se passait dans les génomes. Depuis 20 ans, on sait ce qu'on a fait, on sait qu'on pourrait le refaire et on peut aujourd'hui éventuellement s'en servir pour aller améliorer des nouvelles plantes qu'on n'a jamais domestiquées. On pourrait faire par exemple des glands qu'on mange, ou on pourrait prendre des plantes voilà, qu'on transforme en plantes, en céréales pérennes. Tout ça, ce sont des espoirs pour modifier l'agriculture. Et en combinant ça avec d'autres pratiques, hein, je ne nie pas le fait que faire par exemple de l'agroécologie ou mélanger les espèces et tout, il y a des super espoirs de ce côté-là. On peut aussi être moins consommateur, mais cette ressource génétique, pour moi, hein, ça c'est mon avis personnel un peu militant, c'est aussi un espoir énorme pour l'agriculture de demain. Et je vous remercie, j'ai parlé un peu plus longtemps que prévu. J'espère que ce n'est pas gênant. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, François. Merci à tous pour votre écoute et votre intérêt. Merci pour cette présentation très intéressante et interactive. Et on va justement pouvoir continuer sur cette interactivité en proposant donc à nos auditeurs de poser leurs questions. Donc, si jamais, voilà, justement, ça arrive tout de suite, je crois. Est-ce que Donc, vous voulez que je Merci François. Alors écoute, je vais modérer. Tiens. Est-ce qu'on connaît les bases génétiques de la vigueur hybride? Pour moi, c'est toujours resté un phénomène assez mystérieux. Alors, bon, pour moi, c'est mystérieux, mais je ne suis pas spécialiste. Il y a le fait qu'on combine énormément d'allèles, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux parents qui sont très différents, et quand on fait l'hybride F1, ils vont être hétérozygotes pour énormément de gènes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'allèle A et l'allèle B.
l'allèle du parent A et l'allèle du parent B. Donc, il y aura énormément d'hétérozygoties. Après, quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose parce que je n'en sais pas beaucoup plus. Je ne suis pas spécialiste et j'ai eu des questions la dernière fois que j'en ai parlé. Donc, il faudrait que je lise un peu plus. Pendant des années, c'est resté mystérieux, mais je crois que maintenant, on sait un peu mieux pourquoi voilà, cette combinaison d'allèles, ça peut être aussi avantageux. Mais je peux pas donner Ce que tu dis, c'est qu'on peut réussir à recréer la vigueur hybride en éditant 7 gènes. J'ai bien compris? En fait, on peut faire en sorte que cette hétérozygosie soit conservée dans la descendance, puisqu'en fait, la descendance, elle va provenir que des gamètes femelles. Les gamètes mâles ne vont servir à rien. On aura à la fois ce qu'on appelle l'apomixie, c'est-à-dire qu'on aura une graine qui va se former sans avoir besoin du génome mâle. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas de recombinaison. Donc, on va avoir un génome exactement, la descendance aura exactement le génome du parent. Et donc, si le parent il est vigoureux, la descendance est vigoureuse. C'est presque de la magie, hein, c'est presque de la magie. Mais il y a 2 articles publiés il y a 2 ans qui ont montré que c'était possible chez le riz. On pouvait avoir un riz vigoureux sans même avoir à polliniser, rien à faire. On reprenait la descendance et on continuait. Et ça, c'est alors ça, c'est pas du rêve, hein, c'est à portée de main. Bien sûr, en Europe, alors là, je réponds au passage à une question que j'ai vue là. En Europe, les plantes de type CRISPR-Cas9 sont considérées comme des OGM et donc on légifère dessus comme des plantes transgéniques. Et donc, on n'a pas le droit de les cultiver. Mais il y a un avis qui a été émis hier, je crois, par la Commission européenne, en disant que la législation actuelle sur les plantes transgéniques n'était plus adaptée aux plantes CRISPR-Cas9. Et donc, ça va peut-être évoluer. Aujourd'hui, les États-Unis, l'Amérique du Sud cultivent déjà des plantes CRISPR-Cas9. On n'en cultive pas en Europe. Alors, on a une question sur la diversité du maïs. On parle beaucoup de diversité du maïs, mais tu ne parles que de 8 variétés ancestrales. Alors, effectivement, ma diapo, elle montrait 8 variétés ancestrales. En réalité, ce n'est pas très facile de définir une variété parce que les variétés, elles se croisent entre elles, etc. Donc, je pense que ce chiffre, il faut quand même le prendre avec précaution. En tout cas, ce que j'ai lu récemment, c'est que longtemps, on a cru que le maïs venait des variétés de théocynte qui poussaient sur les hauts plateaux mexicains. Et qu'en fait, aujourd'hui, et là, je vais répondre à la question de Odile en même temps, en fait, aujourd'hui, grâce au séquençage, on peut très bien identifier l'origine du maïs moderne. C'est-à-dire qu'on va comparer les séquences du maïs moderne et on va se rendre compte qu'elles sont beaucoup plus proches des théocyntes des plaines mexicaines et pas des théocyntes naturels des hauts plateaux mexicains. Ça, c'est ce qui a été fait. De la même façon, si on séquence du Néandertal et pas du Sapiens, on va se rendre compte que nous, là, on est beaucoup plus près du Sapiens, même si on a un pourcentage de Néandertal. Et ça, le séquençage génomique, il donne des réponses assez définitives dans la plupart des cas, et c'est comme ça qu'on connaît l'ancêtre. George Biddle, il n'avait pas accès au séquençage génomique, il l'a deviné sans ça. Il l'a deviné sur des tas de critères, en regardant la ségrégation des chromosomes, etc. Mais aujourd'hui, on a des moyens qui écrasent tout, quoi, qui sont vraiment simples. Alors. Et donc, la perte de diversité, je vais compléter un tout petit peu, excuse-moi Stéphane, la perte de diversité, ce que j'ai dit, c'est que les variétés modernes, elles étaient très homogènes en fait. Et je pense que le pool d'allèles qu'on a dans la diversité des plantes ancestrales, il est bien supérieur à ce qu'on a aujourd'hui dans les plantes cultivées. C'est-à-dire qu'en fait, les plantes ancestrales sont des réservoirs de diversité. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font des banques, des ressources, des banques de pommes de terre au Pérou, ou des banques de tomates en France, etc. En fait, on garde les graines de variétés ancestrales extrêmement précieusement parce qu'elles ont en elles une diversité qui est bien supérieure à celle des quelques variétés élites qui sont cultivées dans le monde. On a une ressource comme ça en allèle qui est énorme. Alors, tu as une question sur le principe du CRISPR-Cas9. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Sans pollen? Ah non, CRISPR-Cas9. Non, c'est celle d'avant. Ouais. Oui. Pardon. Alors, CRISPR-Cas9, pour ceux qui ont... Comment marche le ciseau? Bon, je ne suis pas un spécialiste de ça, j'ai une connaissance assez vague. Mais en gros, les gens qui ont découvert ça, ils étudiaient la façon dont les bactéries se défendent contre les virus. Les virus, ils attaquent aussi les bactéries. Les pauvres bactéries, elles ont des bactériophages qui les mangent. Et en fait, alors les bactéries, elles ont développé un système pour aller se défendre contre les virus. Et pour ça, en fait, elles apprennent à reconnaître certains morceaux du virus. Et ensuite, elles ont une mémorisation de ces morceaux de virus, des morceaux d'ADN, et elles vont aller, quand le virus infecte, elles vont tout de suite aller les reconnaître et les couper. C'est-à-dire qu'en fait, quand le virus il essaie de fabriquer sa machinerie à partir de ses gènes, ses ARN et ses protéines pour aller infecter la bactérie, eh bien, il voit son ADN se faire découper en tranches par la bactérie qui le reconnaît.
Et en fait, ce qu'on a fait, on a compris, pas moi, hein, mais Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, elles ont compris comment ça marche. Elles ont compris qu'en fait, la bactérie, elle stocke des morceaux qu'on appelle des guides. Donc, c'est un peu la mémoire de la reconnaissance du virus. Elle stocke ces petits morceaux-là, et quand le virus arrive, ces guides ils vont se coller sur le génome du virus et ils le découpent en tranches. Et en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, on utilise cette capacité à aller précisément sur un endroit du génome et à le couper. Et donc, par exemple, on dit, je veux couper le gène de sensibilité au mildiou. On donne à la plante ces gènes guides, et à l'intérieur de la cellule de plante, le gène de sensibilité au mildiou va se faire couper en tranches par le système de défense de la bactérie. J'espère que j'ai été à peu près clair. En fait, le gène cible, c'est celui que tu mets sur l'ARN guide, c'est ça, si mes souvenirs sont bons? En fait, on crée des guides qui vont aller cibler exactement ce qu'on veut. Donc, les guides, normalement, ils ciblent les virus, mais on les change. On va se mettre à cibler des gènes de tomates ou des gènes de pommes de terre. D'accord? Et on utilise la machinerie de la bactérie qu'on a introduite chez la plante, et elle va aller couper un gène de tomate ou un gène de pomme de terre. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il y a la mutation. On retire la machinerie bactérienne et on a une plante qui n'est plus du tout une plante transgénique, qui est une plante simplement qui a perdu le gène de sensibilité à la maladie. Bon, je n'ai pas expliqué super bien. Il m'aurait fallu un petit schéma. Je crois que j'en avais un, mais je ne l'ai pas utilisé. Mais j'avais un petit schéma pour expliquer ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Et ça, c'était mon petit schéma pour expliquer CRISPR. On a une question qui nous dit, avec CRISPR-Cas9, comme avec les OGM, on peut craindre une contamination de l'environnement et la dissémination des variétés obtenues si elles sont plantées en plein champ. Donc ça, c'est une objection majeure concernant les plantes génétiquement modifiées. Qu'est-ce que Tout à fait. Quel est ton point de vue? C'est une objection majeure et en fait, cette remarque-là, elle n'est pas du tout limitée aux OGM. C'est-à-dire que n'importe quelle nouvelle plante que vous avez créée en croisant votre abricot et votre amandier, ou que vous avez créée par mutagénèse ou par sélection, elle pourrait de la même façon aller contaminer la nature. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de spécifique aux OGM. Les OGM, elles n'ont pas d'avantage sélectif sur les autres. Et donc, si on se pose la question pour les OGM, il aurait fallu se poser la question depuis 10 000 ans. La première personne à cultiver un amandier non toxique, son voisin aurait pu dire « Ah non, non, mais moi, j'en veux pas des gènes de l'amandier non toxique. Je ne veux pas que mes amandiers ancestraux soient contaminés par les gènes d'amandier doux. » Et donc, en fait, cette remarque-là, on peut la faire, mais elle s'applique à tout. Par ailleurs, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que craindre ça, c'est craindre l'invasion des forêts par le caniche. Hein. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les plantes cultivées, elles n'ont pas d'avantage sélectif. Et bien au contraire, ce sont vraiment des plantes extrêmement affaiblies. Et donc, une plante domestiquée normale ou une plante OGM, elle a les mêmes inconvénients et il y a très peu de chances qu'elle devienne envahissante. En même temps, il y a peut-être une différence entre effectivement des transgènes qui vont coder une résistance je sais pas, un caractère agronomique intéressant et des transgènes qui vont coder une résistance à un insecticide ou à un herbicide. Naïvement, est-ce qu'on ne peut pas craindre que ça se répande dans des plantes sauvages qui, elles, savent se disséminer dans leur environnement naturel? Est-ce que ce n'est pas ça aussi? Alors, tout à fait. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je pense qu'il ne faut surtout pas juger les OGM. Les OGM, c'est une technique. En fait, la technique, on en fait ce qu'on en veut. Hein. Vous avez un couteau, vous épluchez une pomme, vous poignardez votre voisin. On ne va pas juger le couteau, on juge l'utilisation du couteau. On peut dire ça pour toutes les techniques, hein. C'est vrai pour tout. L'Internet, on peut avoir des réseaux pédophiles et des partages de covoiturage. Bon, voilà, on ne va pas juger l'Internet, on juge l'utilisation. Les OGM, en fait, on légifère sur la technique. Et pour moi, la grosse erreur, il n'y a pas de raison de légiférer sur la technique. Il faut légiférer sur l'utilisation. Si vous faites un colza transgénique qui résiste à un herbicide et que vous le semez en France, le colza, il va se croiser avec la ravenelle, avec des tas de crucifères, de brassicacées qui poussent autour. C'est une énorme bêtise de faire ça. C'est une énorme bêtise. Si on fait un colza comme ça, on va disséminer des gènes de résistance aux herbicides dans la nature. Et je pense que c'est une bêtise. Ce n'est pas parce qu'il est OGM que c'est une bêtise. Il existe aussi des plantes résistantes aux herbicides naturels. La preuve, c'est qu'on les craint, on craint qu'elles arrivent. Et si on les plante, elles vont se disséminer. Donc, il y a des OGM particulières qui sont des grosses bêtises qu'il faut éviter à tout prix. Si vous semez un maïs résistant à un herbicide, en Europe, il va se croiser à personne. Il n'y a rien qui ressemble. Et donc, c'est aussi un maïs résistant à un herbicide. Moi, je pense qu'on s'en moque. Ça n'a pas d'importance s'il n'y a pas de théocynte. Si vous le semez au Mexique, vous faites une grosse bêtise. Donc, il faudrait légiférer sur les transgènes et non pas sur la technique. Effectivement, c'est un éclairage intéressant. Mais ça, pour moi, c'est la base et on ne l'entend jamais. C'est assez curieux, oui, que personne ne le dise aussi clairement. Il faut légiférer sur le résultat. Si on fait quelque chose de naturel et qu'on recrée une amande toxique
Il ne faut pas la mettre sur le marché, il faut légiférer sur le fait que, OK, c'était naturel le croisement, mais elle est toxique. En revanche, si on fait quelque chose avec une technologie CRISPR, mais qu'on a rendu la pomme de terre résistante au mildiou, on l'a rendue non toxique, eh bien tant mieux, on s'en moque de la technique. Ce qui compte, c'est qu'on ait une pomme de terre qui résiste naturellement. Et ça, c'est un point extrêmement important. Peut-être on s'éloigne un peu du débat là, mais en fait, moi, je pense qu'il faut arrêter de légiférer sur la technique et il faut légiférer sur le résultat. Si on crée une plante toxique, il faut l'interdire. Si on crée une plante qui menace la diversité, il faut l'interdire. Si elle est bénéfique, on la garde. Voilà, là, je suis un peu plus militant, hein, c'est pour ça que… Oui, non, mais on a le droit d'avoir des opinions. Alors, il y a une question, si je remonte dans le chat, qui, si je comprends bien, qui se demandait un petit peu si la facilité avec laquelle le système CRISPR-Cas9 permettait d'éditer les génomes pourrait pas un petit peu, comment dire, ne pas nous encourager à conserver la biodiversité naturelle. Si c'est si facile, d'après ça, d'aller modifier les plantes Alors, à façon. OK. Moi, je pense au contraire que CRISPR-Cas9, ça va servir à utiliser la diversité naturelle. On va aller piocher dans les banques de plantes ancestrales et on va faire la domestication des nouveaux. C'est-à-dire qu'on va reprendre, comme je vous disais, on va prendre des toutes petites tomates qu'on aura prises dans la diversité et on va faire grossir leurs fruits, par exemple. Donc, je pense au contraire que CRISPR-Cas9, c'est une opportunité incroyable pour aller tirer le meilleur parti de la diversité naturelle. Et qu'on sait qu'on l'a gardé, on a ces banques de graines, et maintenant, on peut l'exploiter. Si vous voulez, si par des méthodes classiques, si vous prenez une toute petite tomate et que vous voulez la rendre de nouveau adaptée à l'agriculture et à la consommation, ça va vous prendre des centaines d'années. Si vous le faites avec CRISPR, ça peut se faire en 1 an. Et donc, on va tirer le meilleur parti de cette diversité. Ça, c'est clair, hein. Pour moi, c'est une évidence, quoi. Ça, pour l'instant, c'est des approches qui sont encore de l'ordre de la recherche, je dirais, fondamentale, ou il y a déjà des semenciers qui commencent justement à l'utiliser à partir de variétés ancestrales et à les modifier, si j'ose dire, je sais pas si à la carte. Ah oui, je n'ai pas gardé J'avais une diapo sur… non, je ne l'ai pas gardée. Si, c'est là. Là, vous la voyez encore? Je suis encore en partage d'écran là ou… Oui. Donc là, vous avez les plantes qui sont déjà cultivées. Donc le riz, le blé, le maïs, la pomme de terre, la colza, la caméline, le soja, la tomate, les petites tomates et les raisins et le tabac. Tout ça, c'est déjà modifié, c'est déjà en train d'être cultivé aux États-Unis, par exemple. Il y a pas mal de… Les pays en vert qui sont sur ma carte, là, ils cultivent déjà des variétés CRISPR-Cas9, hein, ça se fait déjà. Nous, si on fait comme pour les OGM, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'importer, mais on va s'interdire de le cultiver. Mais on va l'importer de la même façon qu'on importe du soja transgénique pour nourrir nos animaux et pour avoir plus de viande, hein, c'est clair. Mais on s'interdit pour l'instant. Mais ça évolue beaucoup, les mentalités en ce moment, hein, parce que vous écoutez notre ministre, vous écoutez l'Europe, ça évolue. Et donc peut-être ça va changer. Mais pour l'instant, c'est OGM. Est-ce que je peux répondre à une question sur le changement climatique? Parce que j'ai vu une question. J'allais la poser, oui, c'est une question très très large. Ça, c'est une question extrêmement intéressante, hein. Moi, j'étudie la floraison et je sais que quelques degrés, vous voyez, un jour, j'ai essayé de faire pousser pendant le confinement, là, j'ai essayé de faire pousser des arabidopsis dans mon salon parce que je n'avais pas accès au labo. J'avais des graines, je les ai faites pousser. Donc, arabidopsis, c'est notre plante de laboratoire. Il faisait un peu trop chaud, mais genre 3 degrés de plus que dans nos chambres de culture. J'ai pas eu de graines du tout, quoi. J'ai pas eu de graines. Elles sont montées à fleurs immédiatement. J'ai eu des fleurs minuscules, des siliques vides, et j'ai pas eu de descendance. Pour les plantes cultivées, le changement climatique, c'est colossal, les effets. C'est colossal. Alors déjà, vous avez vu là, c'est facile d'en parler, hein. On a eu un épisode avec forte chaleur, les bourgeons qui débourrent et 1 semaine de gel. Et ça a été la catastrophe pour tous nos vergers. Mais ça va se produire encore. Et donc, les plantes qui ont été adaptées à un terroir, à un territoire, etc., rapidement, si on gagne 2 degrés ou si on a des épisodes, parce que ce n'est pas seulement du réchauffement, c'est des perturbations climatiques, hein, eh bien, elles ne vont plus être adaptées. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on remonte tout, hein, soit on plante des orangers à la place des vignes, on fait remonter les vignes, etc. Soit on se dit, il y a des plantes, on en a encore besoin, il faut les adapter, mais on n'a pas des centaines d'années pour les adapter. On n'a pas les millions d'années de l'évolution, ni des centaines d'années de l'agriculture. On a quelques dizaines d'années. Et c'est là où moi, je pense qu'il y a des grands espoirs. Par exemple, moi, je discutais avec mon maraîcher, il me disait, dans mes serres, à partir de 37 degrés, il y a le basilic et le poivron qui poussent, tout le reste s'arrête. Pourquoi une plante s'arrête à partir de 37?
c'est pas parce qu'elle ne peut plus pousser, parce que dans la serre, elle a de l'eau, elle a tout ce qu'il lui faut. Elle s'arrête parce que l'évolution lui a conféré une signalisation qui fait que dans la nature, en général, quand il fait 37, eh bien, elle ne peut pas pousser. Et donc, elle s'arrête. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de la signalisation. C'est une cascade de réponses. Eh bien, moi, j'ai des gens au laboratoire, dans le laboratoire où je travaille, qui comprennent de mieux en mieux comment une plante perçoit la température. On peut faire croire à la tomate qui ne fait pas 37, mais qui fait 30. On lui donne de l'eau et elle va continuer à pousser. On la modifie, on lui donne une capacité qui normalement est présente chez le poivron ou chez le basilic. Et ça ne se fait pas encore, hein. Je ne vous dis pas que ça se fait aujourd'hui. Mais avec la connaissance fondamentale, on a les moyens de faire ça. Donc moi, je pense que face au dérèglement climatique, on a une carte à jouer en créant des nouvelles espèces qui vont y être plus adaptées. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut réfléchir aux conséquences sur la consommation, aux conséquences sur l'environnement, mais se priver de cette carte-là, pour moi, ce serait une bêtise, ça serait dommage. On avait une question sur la durée du processus de domestication, je pense à l'état naturel, globalement, sur les différentes plantes cultivées actuelles. L'ordre de grandeur, c'est quoi? C'est plusieurs milliers d'années, non? Excuse-moi. La durée du processus de domestication Ouais. naturelle. La domestication telle qu'elle a été faite par nos ancêtres, hein, elle s'est étalée, ça va dépendre beaucoup des plantes, mais dans le pire des cas, c'est 10 000 ans, disons à peu près le début de l'agriculture, c'est 10 000 ans. Et puis certaines espèces, c'est beaucoup plus récent. Ça a pu être fait dans les derniers milliers d'années ou 500 ans, hein, ça s'étale. Ça va dépendre énormément de la plante dont on parle. Mais les plus anciennes, on considère les débuts de l'agriculture, c'est 10 000 ans. La domestication des animaux, c'est le chien le premier, c'est plutôt 35 000 ans. Donc c'est beaucoup plus ancestral. Il y a eu des plantes domestiquées en 500 ans, naturellement. Alors, j'avais un timeline, un agenda que je montrais comme ça, là, un peu. Mais il y en a qui ont été domestiqués il n'y a pas très longtemps. Ouais. Oui, oui. Alors, je ne sais plus vous dire lesquels, je suis désolé. Je ne me souviens plus. Je crois que peut-être le kiwi ou je ne sais plus laquelle. Il y en a qui ont été domestiqués il n'y a pas si longtemps, en fait. On n'a pas commencé il y a si longtemps. En fait, c'est une pression de sélection tellement forte, hein, que ça va très vite. Et le problème de Mangelsdorff, qui ne reconnaissait pas la théocène comme ancêtre du maïs, c'est que c'est une vitesse incroyable parce qu'on choisit ce qu'on ressème. Donc à chaque fois, on fait un billet, quoi. C'est un peu comme, vous voyez la différence entre un chihuahua et un loup, quoi. On a fait des choses en quelques milliers d'années qui sont incroyables. Euh, Ça serait des horreurs d'imaginer des choses pareilles faites sur l'espèce humaine, par exemple, hein. Bien sûr, ça serait des horreurs. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier de CRISPR-Cas9 pour l'eugénisme et tout ça, hein. Donc la domestication, ça fait des choses très, très, très rapides. Et aujourd'hui, alors encore plus rapidement. Oui, on a une remarque, mais bon, c'est le débat sur les organismes génétiquement modifiés qui dit qu'effectivement, le travail des scientifiques, c'est une chose, mais le lobby des semenciers, entre guillemets, peut aussi en être une autre et peut contribuer à accentuer la fracture entre des pays qui disposeraient de la possibilité de mettre en œuvre ces technologies, Tout à fait. même, et ceux qui ne l'auraient pas. Mais ça, on peut en parler parce que, en fait, l'argument que je partage, hein, qui est un argument en gros anticapitaliste, hein, il s'applique tout à fait aux OGM. C'est parfaitement vrai. Il s'applique au logiciel, il s'applique un peu à tout. Ce qui est assez incroyable quand même, c'est que CRISPR-Cas9, c'est une technologie qui est beaucoup plus simple que la technologie OGM. Et donc, elle peut être mise en œuvre par des toutes petites sociétés. Elle n'a pas besoin d'avoir des énormes firmes pour ça. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que si vraiment on met sur le marché les hybrides F1 qui s'autopropagent, on se libère des semenciers. Et donc, moi, je trouve que depuis qu'il y a ça, c'est presque un contre-argument. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai l'impression que ça serait une catastrophe pour les grosses compagnies semencières si des labos publics décidaient de mettre sur le marché des hybrides F1 qui s'autopropagent et comme on aurait comme ça, on les distribuerait gratuitement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les hybrides F1, c'est ce qui est majoritairement semé par les agriculteurs, hein, à part quelques exceptions comme le blé, par exemple. Mais la majorité des gens, ils achètent leurs semences aux semenciers. Ils ne ressèment pas une partie de leur récolte. Donc, ils sont déjà extrêmement dépendants, et ça ne dépend pas des OGM, ça. Ils sont déjà extrêmement dépendants. Moi, j'avais fait un séminaire, vous savez, j'ai une cousine de ma femme, elle travaille dans un jardin de réinsertion. Donc, c'est un truc, vous savez, ça coche toutes les cases. Ils réinsèrent des gens qui sont hors de la société. C'est que du bio. Ils le vendent en local, en AMAP, etc. Et donc, je suis allé visiter, je leur ai fait cette petite conférence-là. Et je ne voulais pas exagérer. Je disais, en général, il y a à peu près la moitié des semences, elles sont achetées et la moitié, elles sont conservées de la récolte. Et eux, ils sont vraiment dans cette mouvance de
se défaire des semenciers, etc. Donc, j'ai posé la question, vous êtes à quel pourcentage? Et la réponse, c'était 100%. En fait, même ce jardin-là, ils achetaient 100% de leurs semences aux semenciers, parce que s'ils gardaient leurs graines de tomates ou leurs graines d'aubergine, ce qu'ils avaient dans la descendance, ce n'était pas de bonne qualité, ils ne pouvaient pas le vendre. Et donc, la dépendance aux semenciers et la logique capitaliste, elle est en place déjà. Elle est en place. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est lié aux OGM. Elle est en place depuis longtemps. Alors, à quoi voulez-vous que je réponde? C'est une question qui est pas, une remarque qui n'est pas inintéressante, qui disait que rechercher dans les banques de variétés locales des caractéristiques avantageuses avant d'en fabriquer à nouveau, c'est aussi une approche Bien sûr. qui est intéressante. Tout à fait. Mais la difficulté, en fait, c'est qu'une fois qu'on a une plante qui nous convient bien, une plante qu'on appelle élite, hein, c'est ce qu'on achète dans les magasins, si on veut aller introduire une caractéristique de plante ancestrale, il faut faire de nombreux croisements. Et les croisements, ça peut prendre très longtemps. Et donc, avant de ramener une caractéristique précise, sans ramener tous les défauts, hein, dans une variété élite, il va falloir faire des dizaines de croisements. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais expertisé un projet sur la betterave à sucre dans le Nord. Et en fait, c'était chez les semenciers de betteraves. Et en fait, le semencier il me disait, aujourd'hui, on a des maladies et on a des espèces sauvages qui résistent aux maladies. On a des variétés de betteraves ancestrales de Bretagne ou d'Algérie qui sont résistantes aux maladies. Mais à force de les croiser avec ma variété élite, eh bien, je dénature mes variétés élites et je n'arrive plus à faire des semences. C'est-à-dire que mes mâles, alors il avait des problèmes de mâles, ces mâles étaient extrêmement affaiblis, ils avaient très peu de pollen et le pollen n'arrivait pas au bon moment pour féconder les femelles. Et donc, il voulait savoir comment on pourrait plus améliorer tout ça. Et comme moi, j'étais généticien de la reproduction, j'ai vaguement essayé de l'aider. Mais lui, il me disait, mais si je pouvais non pas croiser ma betterave élite à la betterave de Bretagne sauvage, si je pouvais simplement ramener le gène de résistance à la maladie, j'aurais gagné. Et j'aurais pas introduit d'ADN étranger, j'aurais mis de l'ADN d'une betterave dans une betterave. S'il le fait par croisement et qu'il veut récupérer sa variété élite, les betteraves, c'est bisannuel, donc tous les 2 ans, il va avoir une descendance. S'il doit faire 50 croisements, il en a pour un siècle. Et je n'exagère pas en disant ça. Si on veut récupérer les caractéristiques de l'élite, il faut croiser, croiser, croiser et recroiser pour aller enlever tout le génome de la betterave bretonne. Et on perd 50% à chaque fois. Donc avant d'arriver à 0,01%, il faut croiser. Et c'est difficile, ça. Une remarque, pour repartir de la plante ancestrale avec CRISPR-Cas9, il faut avoir la plante ancestrale. Est-ce qu'on connaît les plantes d'origine de toutes nos variétés cultivées? C'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre. Ça. On me l'a déjà posé. Alors, en vérité, moi, je lis beaucoup d'articles, mais à chaque fois que je lis des articles, c'est sur les plantes dont on a l'ancêtre. Et donc, je regarde comment on y est arrivé et tout ça. Et je ne connais pas d'article, en tout cas, je n'ai pas cherché, sur la question, est-ce que là, on ne connaît pas l'ancêtre du tout? Alors, vu l'échelle de temps, j'ai vraiment l'impression que la quasi-totalité, on a effectivement l'ancêtre. Parfois, on hésite, on dit, est-ce que c'est plutôt celui-là ou celui-là? Mais est-ce qu'il y a des plantes pour lesquelles on n'a aucune idée? Je pense que j'en aurais entendu parler. Donc, je dirais qu'on a les ancêtres. Mais je mets des guillemets parce que je ne suis pas certain. Alors, dites-moi. Il y a Cécile qui me demande, est-ce qu'on va manger des plantes sur Mars? Ils essayent de faire germer sur Mars, là. Moi, honnêtement, hein, je préférais qu'on prenne soin de la Terre plutôt qu'on mise tout sur Mars. Je préférais qu'on ait une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement, avec des variétés qui ont moins besoin d'eau, moins besoin d'engrais, et qu'on prévoit plutôt de rester sur Terre plutôt que de tout miser sur Mars, parce que j'ai un peu de mal à croire. Mais ça encore, hein, c'est juste mon avis personnel. Oui, on a une question toujours sur cette question des semences que l'agriculteur peut réutiliser ou doit racheter. Est-ce que l'agriculteur a le droit de ressemer Parce qu'il me semblait qu'il y avait aussi cette question. Je ne suis pas expert en agronomie, hein, non, mais moi non plus. Très bonne il me semblait question. qu'il y avait aussi cette question, que c'est Tout à pas fait. tant que les semences ne présentaient pas la vigueur de l'hybride, mais que soit il y avait des gènes suicides qui empêchaient les semences d'être fertiles, soit c'était interdit. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. C'est une question, il faut passer par cette question-là parce qu'elle se pose très, très souvent. Alors, première chose, les gènes suicides, la stratégie Terminator, elle a été inventée par une petite société, elle a été rachetée par Monsanto et elle n'a jamais été utilisée. Il n'existe pas d'OGM stérile.
Ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, cultiver, ça n'existe pas. Ensuite, la législation, eh bien, elle est différente entre les États-Unis et l'Europe. En Europe, tout le monde peut ressemer une partie de sa récolte. Si vous achetez une semence une fois et que vous voulez la ressemer, vous avez le droit de la ressemer. Aux États-Unis, s'il y a un brevet sur une semence, qu'elle soit hybride F1, bon, hybride F1, ça ne va pas marcher, mais il y a eu des procès pour des gens qui ont ressemé, par exemple, des variétés résistantes aux herbicides, parce qu'ils les ont prises dans le champ du voisin, ils ont vu que c'était super, ils les ont ressemées, et ils ont eu des procès de la part de la compagnie, parce qu'aux États-Unis, la législation est telle que si vous n'avez pas payé le droit au brevet, vous n'avez pas le droit de le multiplier. En Europe, ça n'existe pas. En Europe, vous pouvez ressemer tout ce que vous voulez. Donc, la raison pour laquelle les gens ne ressèment pas, c'est parce que la descendance d'une F1, elle est absolument horrible. Maintenant, je vous ai dit, le blé, il n'a pas été même si c'est des amélioré. variétés pures, alors là, c'est peut-être leur tardif qui fait que génétiquement, je ne comprends pas. Non, mais les variétés. Alors, par exemple, le blé, qui est plutôt, j'imagine, ce que tu appelles variété pure. Le blé, les agriculteurs, ils gardent une partie de leur récolte et ils la ressèment parce que les propriétés du blé sont transmises. Et il n'a pas été amélioré en utilisant la vigueur hybride, il a été amélioré par croisement successif et il conserve ses propriétés. Est-ce qu'on aurait pu faire encore mieux avec de la vigueur hybride? Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais en tout cas, les agriculteurs, ils ressèment leur blé, hein, ils gardent une partie de la récolte. Ils ressèment leurs patates, par exemple, ils gardent une partie de la récolte. C'est seulement les hybrides F1, mais qui représentent une forte proportion, qui ne sont pas ressemés. Alors, on a une question intéressante qui touche à l'homologation des variétés. C'est vrai pour être utilisée en France, il faut que la variété soit inscrite au catalogue, je crois. Ouais, si je connais rien. Je suis désolé, je sais que je devrais lire là-dessus. C'est là où Samuel Robillard nous manque parce que lui, moi j'étais immunologiste dans ma vie antérieure et lui, il était agronome. Donc, ouais. Alors là, je suis désolé, mais l'inscription, je sais qu'il y a des problèmes comme ça, l'inscription au catalogue et tout, que des gens voudraient cultiver certaines variétés, ils n'ont pas le droit. En fait, je crois qu'ils ont toujours le droit de cultiver, mais ils n'ont pas le droit de vendre leurs semences. Pour leur consommation. Oui, voilà. c'est la réflexion qu'on nous faisait. Ouais. C'est ça. Droit de ressemer, mais pas de vendre, c'est ce qu'on nous dit. Exactement. Et je sais qu'il y a des gens qui luttent contre ça en disant mais c'est pas normal si on veut cultiver nos variétés ancestrales. Et ça, vraiment, là, c'est très loin de mes compétences. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider plus que ça. Je ne connais rien. Je devrais me renseigner là encore parce que la question, elle revient très souvent. Alors, on a encore une question personnelle, mais on va la poser. J'aurais aimé savoir quelle est l'origine des haricots rouges, flageolets, etc. C'est pour un projet scientifique, c'est génial. Je suis désolé, Aline, mais je ne connais pas l'origine des haricots. Il faudrait que je cherche un peu et que je lise. Je ne la connais pas. Ce n'est pas dans les exemples que j'utilise dans mes cours, les haricots. J'en ai déjà pas mal, mais je n'ai pas mis les haricots. Je suis désolé. Un exemple de plus à aller chercher. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de modifier les haricots pour éviter les flatulences. Hein, on pourrait faire ça avec CRISPR-Cas9, il faut juste enlever les composés. C'est possible, ça fait partie des projets de recherche en cours. Parce que c'est des légumineuses, alors c'est super les haricots, hein, attention, c'est comme les lentilles. Il n'y a pas besoin de mettre de l'engrais azoté puisque ça fixe l'azote de l'air grâce à la symbiose avec Rhizobium. Donc c'est des plantes exceptionnelles. Il y a des gens qui essaient de voir s'ils ne pourraient pas transférer ça sur d'autres. Hein. Ça, c'est aussi un sujet de recherche extrêmement prometteur pour l'avenir, mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Ok, merci en tout cas. Alors, on avait peut-être une toute dernière question. Dernière question. Ouais, si les projets de recherche type CRISPR sont autorisés en France? Alors, les projets de recherche, oui. Alors, moi, dans mon labo, ça fait 3 ou 4 ans qu'on fait du CRISPR. Hein. On crée des mutations, on crée des mutants comme ça, on l'utilise énormément. C'est pour la recherche fondamentale. Mais attention, on cultive en chambre de culture, les graines ne sortent pas, on les autoclave, etc. En fait, elles ne présenteraient aucun danger, mais par contre, ce seraient des mauvaises herbes, donc elles pourraient partir. Hein. Mais on fait super attention. Mais pour les labos de recherche, OGM, donc plantes transgéniques, et CRISPR-Cas9, on a tout à fait le droit de l'utiliser. Et pour la connaissance fondamentale, ça nous aide énormément. On apprend des tas de choses en utilisant cet outil. Et d'ailleurs, les outils même, ils explosent. Hein. On peut en faire des tas de choses différentes. C'est un monde merveilleux. C'est un monde en expansion, vraiment. Et ça, dans les labos de recherche, c'est largement utilisé. Et sans exagérer, je pourrais vous dire tous les 15 jours, il y a une application nouvelle. En plus de faire des mutations, on peut emmener des choses d'un certain endroit du génome. C'est spectaculaire. C'est un monde entier qui s'ouvre à nous et on n'a pas encore réalisé le 10e de ce qu'on va pouvoir en faire. Ça, c'est le chercheur qui parle. Rien à voir avec domestication.
Merci en tout cas. S'il restait des questions, n'hésitez pas, ou si certaines questions viendraient par la suite à Je crois nous qu'on contacter. on va approfondir on fera peut-être un petit supplément sur les actualités autour de la question des vigueurs hybrides F1, F2. Voilà, Voilà. pour répondre à l'intérêt, vous retrouverez. Donc, en plus, c'était une question qui était demandée avant. S'il était possible d'avoir le support de la présentation. Donc, comme j'ai pu le dire au début de la présentation, tout sera mis du côté du manuel numérique Max dans nos actualités. Donc, voilà, tous les contenus plus des ressources complémentaires que Stéphane nous prépare à chaque fois sont mis à disposition du côté du manuel numérique Max. Et moi, je reviens vers vous demain tout de suite avec le lien de l'enregistrement de cette présentation et tous les liens aussi qui seront utiles pour justement retrouver les ressources et les prochains rendez-vous des mercredis des sciences. Donc, si je me souviens bien, le prochain sera donc le 19 mai, vous pouvez le noter tout de suite, à 5 heures toujours, pour un deuxième rendez-vous avec Céline Bon. Bon, oui. On va reparler de l'homme et plus précisément l'histoire des hominines en Europe. Voilà. Voilà, donc ce sera le 19 mai à 17 heures. Donc on vous retrouvera à ce moment-là et en attendant, passez une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à vous. Merci à tous. Et Merci merci pour François. tous les petits commentaires, hein. Je vois des petits commentaires très sympas. Je fais un petit clin d'œil à Prof de Sciences, qui est un tweetos avec qui je suis en contact, qui apparemment était là. Et je vous remercie pour les petits retours très chaleureux que je vois passer actuellement sur la ligne de conversation. Au plaisir de vous reparler. À bientôt. Merci, à bientôt.